Annyeonghaseyo, c'est un secret pour personne. Dans les pays les plus riches, de moins en moins de gens veulent des enfants. La baisse du taux de natalité est un phénomène de plus en plus répandu dans le monde développé. Ça va clairement devenir l'un des défis majeurs de notre société dans un avenir très proche. On parle des pays qui vieillissent et qui ont moins d'enfants. En fait, la plupart des pays développés sont déjà bien en dessous du taux de remplacement, c'est-à-dire du seuil de 2,1 enfants par femme. C'est le ratio nécessaire pour au moins empêcher le déclin démographique. Et c'est sans compter l'immigration, un autre outil pour stabiliser la population. Mais il y a un cas précis d'un pays dans lequel les femmes n'ont même pas un enfant. On parle du pays avec un taux de natalité le plus bas au monde. Vous l'avez deviné, c'est la Corée du Sud. On parle d'un taux de fécondité en 2022 de seulement 0,78 enfants par femme. On pourrait presque dire qu'en Corée du Sud, avoir des enfants, c'est devenu une anomalie. À Séoul, le taux de natalité est encore plus faible. Là, on vous parle carrément de 0,59 enfants par femme. On est à un quart du taux de remplacement. On fait plus face à un hiver démographique là. C'est carrément l'extinction de la société sud-coréenne qui risque de lui tomber dessus. Alors même si c'est l'un des pays les plus riches et développés au monde, la Corée du Sud est confrontée à une menace sérieuse. C'est une catastrophe démographique qui va finir aussi par entraîner une crise économique. Parce que même avec la robotisation de son industrie, si ça continue comme ça, le pays devra faire face à une grave pénurie de main-d'œuvre. Ses usines, ses magasins, ses écoles, etc. Et non, on n'exagère pas, on a des sources sérieuses qui le confirment. Le pays aurait déjà atteint sa population maximale et serait donc déjà sur le déclin. Et ce sont deux phénomènes qui se combinent. D'une part, la population diminue et de l'autre, elle vieillit. Et on ne vous parle pas d'un phénomène lent qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Dans les 40 prochaines années, la Corée du Sud devrait perdre plus de 12 millions d'habitants, soit un quart de sa population totale. D'ici la fin du siècle, si la tendance se maintient, alors la population sud-coréenne devrait être réduite de moitié. On passerait de 52 millions d'habitants aujourd'hui à juste 20 millions. À l'heure actuelle, ce sont les pires prévisions démographiques du monde. C'est toute la richesse nationale qui va couler. Les enfants d'aujourd'hui devront payer la retraite de leurs anciens qui seront beaucoup plus nombreux et quand ça sera leur tour à eux, il n'y aura personne pour payer leur retraite. Plus de dépenses sociales, moins d'épargne, une consommation atrophiée, etc. etc. Et c'est pas hypothétique, le processus il est déjà enclenché. Comme ça fait des années que le taux de natalité chute, il y a déjà plein d'écoles primaires, d'hôpitaux et de services d'obstétrique et de pédiatrie qui ont fermé ou qui le feront bientôt. Alors on est en droit de se demander, dans un pays où l'économie est si solide, où on peut parler d'une société véritablement prospère, pourquoi est-ce que les Sud-Coréens ne veulent plus faire d'enfants? Et que va faire l'État pour résoudre cette crise? C'est l'histoire du premier pays développé au monde qui court vers sa propre extinction. Les 4 non. Alors, on pourrait vous servir la version des salaires trop bas, du coût financier trop élevé d'un enfant, de l'hyper-compétitivité sur le marché du travail ou la priorisation de la carrière professionnelle aux dépens de la vie de famille. Et même si ces facteurs permettent d'expliquer partiellement ce phénomène, ils ne suffisent pas à eux seuls à causer l'urgence démographique de la Corée du Sud. Après tout, ces choses se produisent dans d'autres pays qui font aussi face à des difficultés démographiques, mais qui ne sont pas non plus dans une situation d'urgence. Alors, qu'est-ce qui fait de la Corée du Sud un cas si spécial ? Et bah, côté développement technologique, elle a beau être en avance sur son temps, d'un point de vue sociétal, les Sud-Coréens sont extrêmement conservateurs. Pourtant, les sociétés traditionnalistes sont plutôt censées avoir des taux de natalité supérieurs à la moyenne, non? En fait, c'est justement leur conception très puritaine du modèle familial et du rôle de la femme qui joue en leur défaveur. Le modèle familial qui prévaut dans la société sud-coréenne, c'est celle d'une structure hétéronormée. Un papa, une maman, un enfant. Ils répudient tout ce qui ne rentre pas dans cette case et ce faisant, ils se privent d'opportunités de stimuler les naissances. Comme c'est un peu vague, on va vous donner des exemples précis. En 2021, seuls 2,9% des naissances ont eu lieu hors mariage. La moyenne de l'OCDE, elle est de 40%. C'est 16 fois plus. En gros, en Corée du Sud, très peu de personnes décident d'avoir un enfant si leur situation maritale ne correspond pas à la norme. Et c'est pas une question de religion, mais purement une question culturelle. Les mères célibataires, par exemple, sont rejetées par leur père. Ou en tout cas, c'est ce que les femmes craignent, le déshonneur et le qu'en dira-t-on. Donc déjà que les familles monoparentales sont mal perçues, alors je vous dis pas l'homoparentalité. Et on va pas s'amuser à discuter les questions d'éthique qui se posent. Chez Diplo, on s'est très clairement positionné en faveur de l'inclusion sociale. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de cette moralité sur le taux de natalité.
Corée du Sud, les femmes sont confrontées au choix, soit de trouver un mari, soit de renoncer à la maternité et de se concentrer sur leur carrière professionnelle ou leur épanouissement personnel. Et c'est justement la seconde voie que beaucoup de femmes choisissent. On verra après pourquoi. Le fait est qu'au final, le taux de natalité baisse à mesure que les femmes renoncent à une vie de famille. Heureusement, la société sud-coréenne n'est pas figée et elle évolue avec son temps, même si un peu plus lentement que le reste du monde. Par exemple, on s'est rendu compte grâce au sondage qu'entre 2012 et 2022, les mères célibataires sont de mieux en mieux acceptées par la société. On est passé de 22 à 35% de répondants avec une opinion favorable. Évidemment, les institutions publiques sont toujours moins rapides que la société civile. Un exemple tout bête, c'est la définition de l'hypofertilité dans la loi sud-coréenne sur la santé maternelle et infantile. Cette définition, elle fait explicitement référence à un couple marié. En gros, si on ne correspond pas exactement à ce schéma familial, impossible de recevoir un soutien financier de l'État pour les traitements de fertilité. Le système exclut de facto les mères célibataires en leur barrant l'accès aux traitements de fertilité ou à la fécondation in vitro. En plus, la loi sud-coréenne sur la bioéthique prévoit que toute personne qui souhaite suivre un traitement de fécondation in vitro doit avoir le consentement de son partenaire. D'un point de vue légal, ça revient à réserver ces traitements au couple. C'est donc pratiquement impossible pour une femme célibataire de procréer. Et au poids de la loi vient s'ajouter celui de l'Église qui, il va sans le dire, s'oppose à l'homoparentalité, à la monoparentalité et surtout à la FIV. Or, en Corée du Sud, l'Église exerce une influence très importante sur la société civile et sur la classe politique. Une pression sur les femmes sud-coréennes qui est accentuée par le rôle qu'on leur accorde dans la société. Pour faire simple, les ambitions professionnelles et personnelles des Sud-Coréennes ont évolué beaucoup plus rapidement que la perception du rôle de la femme par la société. La charge mentale, typiquement, même quand elles ont un emploi, les hommes sud-coréens leur délèguent toute la responsabilité des tâches ménagères et d'élever les enfants. Donc, concilier une carrière professionnelle prometteuse, une vie personnelle épanouissante, les corvées ménagères et élever un ou des enfants, ça fait beaucoup. Alors oui, en Occident aussi, on peut faire des progrès, mais on a déjà bien entamé cette redistribution des rôles au sein de la structure familiale. En revanche, en Asie et tout particulièrement en Corée du Sud, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a plein d'autres obstacles à surmonter évidemment. Déjà, il y a la question de l'égalité salariale, du coût de la vie, des loyers ahurissants dans les agglomérations, du plafond de verre pour les femmes, etc. etc. Et bah forcément, la combinaison de tous ces éléments décourage plein de femmes de se lancer dans une aventure familiale. En 2020, 42,5% des Sud-Coréennes trentenaires ne sont pas mariées. C'est 13 points de plus qu'en 2010. En Corée du Sud, la romance est en plein essor, mais le mariage n'est plus le but final. 4 ménages sud-coréens sur 10 sont composés d'une seule personne. Et en 2022, on a enregistré moins de 192 000 mariages, soit le plus faible score depuis 1970. Les femmes sont de moins en moins tentées par l'union civile ou religieuse et elles en assument les conséquences, c'est-à-dire le jugement des autres. Et pour l'heure, les naissances sont encore liées au mariage. Moins de mariage, moins d'enfants, c'est QFD. Peut-être qu'un jour ça changera, mais ça va pas être demain. Or, vu le caractère urgent de la situation, faudrait pas trop tarder non plus. Mais il y a encore plus grave pour le pays. Il y a carrément un mouvement qui cristallise la crise de la maternité en Corée du Sud. C'est un courant féministe qui s'appelle le mouvement des 4 non. Pas de rencontres romantiques, pas de relations sexuelles, pas de mariage et pas d'enfants. Le schéma de la famille traditionnelle est de moins en moins populaire auprès de la jeunesse du pays. Et la lenteur des institutions publiques à réagir n'arrange rien. Alors justement, de quelles solutions disposent les autorités sud-coréennes pour répondre à cette urgence démographique? Sincèrement, chacune des propositions de l'État ressemble à un coup d'épée dans l'eau. On t'explique. Des centaines de milliards qui n'ont servi à rien. Et si je vous disais que rien qu'au cours des 16 dernières années, la Corée du Sud a gaspillé 200 milliards de dollars pour stimuler le taux de natalité. 200 milliards de dollars et aucun progrès. Au contraire, une régression. Les autorités sud-coréennes ont investi environ 12,5 milliards de dollars tous les ans pour promouvoir une politique nataliste. C'est l'équivalent du budget défense de l'Iran ou des Pays-Bas. Et bien que les résultats soient très mauvais, l'État s'obstine quand même dans cette direction.
31 août 2022, la Corée du Sud va tripler les paiements pour les bébés après avoir battu son propre record du taux de fécondité le plus bas au monde. Le président Yoon Suk-yeol a annoncé qu'il allait tripler la valeur de la prime à la naissance que les ménages coréens touchent durant les 2 premières années d'un nouveau-né. C'est Moon Jae-in qui avait créé cette prime de 300 000 won et qui devrait passer à 1 million de won, soit à peu près 690 € par mois. Mais on peut déjà vous l'annoncer, ça va rien changer. Dans les pays développés de l'OCDE, c'est moins une question économique qu'une problématique socio-culturelle. Si l'environnement est propice et quand les gens se sentent protégés et encouragés à avoir des enfants, ils feront des bébés, même si on leur dit de ne pas le faire. À elles seules, les incitations financières ne permettent pas vraiment beaucoup de progrès pour stimuler les naissances d'enfants. Cheong Ik-jung, professeur de bien-être social à l'université pour femmes Ewha. Après, ça peut valoir le coup d'essayer. C'est certainement pas la pire tentative des autorités pour donner un coup de boost aux naissances. On donne un exemple. Pas si longtemps que ça, une douzaine de députés ont proposé d'inonder le marché de nounous en faisant venir de la main-d'œuvre étrangère, moins bien payée et plus docile. On avait même évoqué la suppression du salaire minimum spécifiquement pour ces migrantes. En gros, un système de filles au père, mais beaucoup plus injuste. Et c'est pas le premier pays à avoir recours à ce genre de tactique. Singapour a fait pareil en invoquant comme justification que les conditions des nounous étaient de toute façon meilleures que dans leur pays d'origine. Mais bon, la proposition a déplu à l'opinion publique et elle est passée à la trappe. Ensuite, dans la série des propositions inutiles, il a été suggéré d'exempter de service militaire obligatoire les hommes qui avaient 3 enfants ou plus avant l'âge de 30 ans. Mais bon, on s'attaque pas au cœur du problème. Même s'ils sont pleins de bonne volonté, les hommes pourront rien faire si la majorité des femmes de leur âge ne veulent pas d'enfants. Maintenant, avec les 2 prochaines mesures, on va toucher le fond. 31 décembre 2016, la Corée du Sud retire un site web cartographiant les femmes en âge d'enfanter. Après un tollé général, la Corée du Sud a fermé un site web gouvernemental indiquant le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans en âge de procréer par district et région. Les utilisateurs pouvaient rechercher combien de femmes entre ces âges ont résidé dans leur quartier au cours des 10 dernières années. Ça vous paraît cringe? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En Corée du Sud, le gouvernement subventionne l'achat d'épouses étrangères. 19 février 2019, des subventions locales de la Corée du Sud encouragent l'achat d'épouses étrangères. Les mariés d'Ouzbékistan sont les plus chers. Plus de 35 municipalités ont mis en place des subventions de mariage aux hommes locaux qui se marient avec des épouses étrangères. C'est une industrie florissante en Corée du Sud et qui existe depuis déjà quelques années. À Séoul, il y a même des agences matrimoniales où vous choisissez une épouse sur un catalogue style La Redoute avant d'être amené en Corée du Sud. Alors, faut quand même préciser, sauf exception, c'est sur une base du volontariat. A priori, pas de trafic d'êtres humains. Avec Taïwan, la Corée du Sud est le pays asiatique qui a le plus recours à cette pratique. Évidemment, ça fait débat au sein de la société sud-coréenne, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est un legit business comme les autres. Donc, ces agences, on les appelle les courtiers matrimoniaux et on en dénombre près de 400 dans tout le pays. Et même si on écarte toutes les considérations morales, ça reste choquant que les fonds publics puissent subventionner ce genre de transactions à hauteur de 10 000 $ par épouse. N'empêche que ça marche, il y a une clientèle. Voilà, on a fait le tour de la question. La Corée du Sud a un sérieux problème démographique qui s'enracine dans la place réservée aux femmes dans la société sud-coréenne. Celles-ci rejettent la maternité et le mariage. Et elles ont des arguments tout à fait recevables. Mais si la Corée du Sud ne réagit pas adéquatement, le pays continuera sur la voie de l'extinction démographique. Pour l'instant, les solutions qui ont été proposées sont juste pas du tout à la hauteur d'un pays aussi réputé. Maintenant, à toi, quelle solution existe pour ce problème? Quelle place la société sud-coréenne doit-elle accorder aux libertés des femmes et à la moralité? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, like, partage et abonne-toi et 감사합니다.